Sous les lumières crues de la scène, les larmes de Chloé scintillaient. Elle évoquait le sacrifice, le courage d'un homme. Cet homme, c'était Julien, son fiancé. Il la regardait depuis le premier rang, assis dans un fauteuil roulant. Les applaudissements des invités lui étaient destinés. Chacun voyait en lui un héros qui avait perdu ses membres pour sauver celle qu'il aimait. Il voyait une femme dévouée, submergée par l'émotion. Mais cette scène n'était qu'une imposture, une pièce de théâtre parfaitement orchestrée qui précédait l'humiliation suprême. Julien fut acclamé ce soir-là, mais il allait être trahi de la plus brutale des manières. Ce que personne ne savait, c'est que le destin préparait déjà une justice silencieuse. Le dernier applaudissement résonna puis commença à s'éteindre. Chloé descendit les marches de la scène. Chaque pas était mesuré, élégant. Le tissu coûteux de sa robe glissait sur le marbre. Les flashs des appareils photo la suivaient comme sa constellation personnelle. Elle souriait aux photographes, un sourire conçu pour les objectifs, pas pour les gens. Plusieurs invités tentèrent de la saluer. Elle les ignora d'un vague signe de tête. Ses yeux étaient fixés sur un seul point de la salle, sur Julien. Il l'attendait près d'une grande baie vitrée. La nuit lyonnaise encadrait sa silhouette. Il ne souriait pas. Il se contentait d'observer sa progression. La femme qu'il avait sauvée se déplaçait comme une prédatrice sur son territoire. Les serveurs se figèrent à leur poste. Le volume des conversations baissa d'un ton. L'attention de la salle, autrefois diffuse, se concentrait désormais sur ce couloir qui s'ouvrait devant elle. Chloé s'arrêta enfin devant le fauteuil roulant. L'odeur de son parfum de luxe trancha l'air. Elle s'agenouilla. Le geste était une performance d'humilité. Elle prit sa main. Une main qui n'était plus la même. « Tu as entendu, mon amour ?» murmura-t-elle. Sa voix était douce mais glaciale. « Ils t'aiment tous. Ils t'admirent. » Julien ne répondit pas tout de suite. Il la regarda dans les yeux. Il tenta d'y trouver quelque chose de familier. Il ne trouva qu'un éclat poli, un reflet des lumières de la salle. « Chloé, qu'est-ce que tout ça ?» demanda-t-il. Sa voix était basse, contrastant avec la grandiloquence de l'événement. « C'est ton nouveau départ, » dit-elle, assez fort pour que la table la plus proche entende. « C'est une célébration de ta force. » Elle se releva en lissant sa robe. C'est alors qu'un homme s'approcha. Il était plus âgé, avec une montre en or qui brillait discrètement. Son costume était impeccable. Il posa une main possessive sur l'épaule de Chloé. « Un discours magnifique, ma chère, » dit l'homme. Sa voix était grave. « Julien, voici Vincent, » dit Chloé, formellement. « Ah, il a été le généreux sponsor de cette soirée. Sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. » Vincent tendit la main à Julien. La poignée fut rapide, presque dédaigneuse. Ses yeux survolèrent Julien sans vraiment le voir. Il voyait une cause, un symbole, pas un homme. « C'est un honneur de rencontrer l'homme du moment, » dit Vincent en regardant les autres invités. « Votre histoire est une inspiration pour nous tous. » Julien sentit le poids de ces mots, son histoire. Elle était devenue un produit à vendre, un spectacle pour générer de l'émotion et des dons. Le murmure parmi les convives changea de ton. L'admiration laissait place à une curiosité malaisante. Que se passait-il? Chloé prit une profonde inspiration. Le sourire sur son visage disparut. Il fut remplacé par un masque de sérieux calculé. Elle ne regardait plus Julien. Elle fixait un point au-dessus de sa tête. « Julien, nous devons parler, » commença-t-elle. La salle entière semblait retenir son souffle. « J'ai beaucoup réfléchi à nous, à notre avenir. » Il resta silencieux. Il savait ce qui allait suivre. Il l'avait senti ces derniers jours, dans sa distance, dans les appels sans retour. « Ce que tu as fait est l'acte le plus noble qu'un homme puisse accomplir, » poursuivit-elle, la voix désormais mécanique. « Tu seras toujours un héros, mon héros. » Les mots étaient beaux, mais ils n'étaient que le préambule de la cruauté. « Et c'est pourquoi je dois être honnête. » Elle marqua une pause. Le silence était absolu. « Je te libère, Julien, libéré. » Le mot tomba comme une pierre dans la salle. « Tu as besoin de soins que je ne peux pas te donner, » dit-elle. « Ta vie, maintenant, est différente. Elle requiert un dévouement que je n'ai pas.
Nos chemins se sont séparés ce jour-là, dans l'incendie. Les invités s'entre-regardèrent. Le choc était visible sur leurs visages. Les photographes abaissèrent leurs appareils, incertains. Cela ne faisait pas partie du script. « Que veux-tu dire, Chloé ?» demanda Julien, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Sa voix ne trembla pas. « Je ne peux pas être ton aide-soignant. J'ai besoin de vivre ma vie. » Son honnêteté était une arme. « Je suis désolé, mais nos fiançailles sont rompues. » Vincent passa son bras autour de la taille de Chloé. Un geste de possession, de confirmation. Ils formaient un couple, là devant tout le monde, devant l'homme qui s'était sacrifié pour elle. L'humiliation était un poison lent. Julien sentit le regard de chaque personne dans la salle. Pitié, malaise, jugement. Il était le centre d'un spectacle qu'il n'avait pas choisi. « Après tout ce que j'ai fait ?» dit-il, la question suspendue dans l'air lourd. Chloé le regarda enfin, et pour la première fois ce soir-là, il vit quelque chose de réel dans ses yeux. De la froideur. « Tu as fait un choix, Julien. Maintenant, je fais le mien. » Elle se détourna. Vincent la guida au loin. La foule s'écarta pour eux. Un couloir de silence et de visages choqués. Personne ne dit un mot. Personne n'intervint. Ils se contentèrent de regarder. Julien resta seul, au centre de la salle de luxe. Le fauteuil roulant ressemblait au banc des accusés. Les lumières qu'il avait célébrées l'exposaient. Maintenant, il regarda ses propres mains, ce qu'il en restait, le prix de son amour, le prix de sa loyauté. Puis un son brisa le silence, un clic, et puis un autre. Les photographes avaient de nouveau levé leurs appareils. Ils flairèrent le potentiel d'une histoire encore plus juteuse. La tragédie n'était plus l'héroïsme, c'était l'abandon. Les flashs crépitèrent. Chaque lumière était un clou dans son cercueil social. Il ne capturait plus un héros. Il capturait un homme brisé, un homme humilié, un homme jeté une fois son utilité terminée. Et Julien ne bougea pas. Il fixa chaque flash, chaque objectif. Il les laissa enregistrer sa douleur, car il savait que cette douleur serait le carburant de ce qui allait suivre. La chute avait été publique. Le retour le serait aussi. Les jours qui suivirent l'événement furent un brouillard de silence. Julien fut transféré dans une chambre de convalescence anonyme. Les murs étaient blancs. L'odeur était celle de l'antiseptique. Le seul son était le bourdonnement lointain de la ventilation. C'était l'opposé de la salle de gala, mais l'humiliation l'avait suivi. Il voyait les visages de la foule quand il fermait les yeux. Il voyait les flashs des appareils photo exploser dans l'obscurité. Les journaux et les sites à scandale racontaient son histoire avec des titres cruels. Il en lisait un ou deux, puis jetait son téléphone au loin. Le troisième matin, un employé de l'hôpital laissa une boîte en carton au pied de son lit. « Vos affaires de l'ancienne adresse », dit l'homme sans émotion. La boîte contenait les débris de sa vie antérieure, la vie que le feu avait emportée, la vie que Chloé avait enterrée. Il passa des heures à simplement regarder la boîte. L'ouvrir, c'était comme creuser une tombe. Finalement, il bougea. La tâche était maladroite, frustrante. Ses nouvelles prothèses étaient des outils étrangers, pas une partie de lui. Il déchira le carton avec plus de force que nécessaire. À l'intérieur, un chaos d'objets divers. Un carnet de notes au bord brûlé, un ciseau à bois, son préféré, maintenant déformé par la chaleur. Une photographie de lui et Chloé, souriant, avec le visage de celle-ci partiellement fondu par la flamme. Chaque objet était une petite aiguille dans sa poitrine. Il écarta les choses, le cœur lourd. C'est alors que ses doigts touchèrent quelque chose de lisse, petit, familier. Il le sortit. C'était un oiseau en bois, les ailes déployées, la tête inclinée comme s'il était sur le point de chanter. Il l'avait sculpté lui-même. Chaque détail, chaque plume, avait été un travail d'amour. Il se souvint du jour où il l'avait offert à Chloé, de la façon dont elle avait souri. Un sourire qu'il croyait alors sincère. Le contraste entre le souvenir et la réalité fut une vague de nausée. Ce symbole d'amour était maintenant un monument à sa stupidité. Une rage froide et profonde remonta le long de sa colonne vertébrale. Une rage contre lui-même, contre sa naïveté, contre son sacrifice inutile. Avec un cri étouffé, un son qui était plus de l'air que de la voix, il projeta l'oiseau contre le mur.
L'impact fut un claquement sec et violent. Le petit objet en bois rebondit et tomba sur le sol froid, inerte. Julien haleta, la poitrine se soulevant et s'abaissant. Il voulait que l'oiseau se brise, qu'il vole en éclats, comme lui. Mais l'oiseau était intact, couché sur le côté, près de la plainte, parfait, résilient. Et Julien ne pouvait pas détourner le regard. Le laisser là, jeté par terre, semblait être la reddition finale. C'était comme accepter le verdict de Chloé, qu'il était quelque chose à jeter. Lentement, une nouvelle détermination remplaça la rage. Il devait récupérer cet oiseau. Le trajet de 2 mètres du lit au sol fut un marathon. Il manœuvra son corps hors du lit. Le déséquilibre était constant. Il s'appuya sur une commode, les muscles tremblants. Descendre au sol fut une chute contrôlée. L'impact sur ses genoux fut douloureux. Il rampa sur le linoléum. Chaque mouvement était un rappel de tout ce qu'il avait perdu. La sueur coulait sur son front. La frustration le brûlait de l'intérieur. Mais il continua. Enfin, il l'atteignit. Avec sa main bionique, il toucha l'oiseau. Le métal froid contrastait avec le bois chaud. Il le ramassa. Il referma la main autour, et en tenant cet objet, quelque chose changea. L'oiseau ne représentait plus l'amour perdu. Il représentait ce qu'il était capable de créer. Il représentait ce qui avait survécu au feu, ce qui avait survécu à la trahison. C'était la preuve qu'il avait été entier, et que d'une manière ou d'une autre, il pourrait l'être à nouveau. Il s'assit par terre. Les larmes de désespoir séchèrent. À leur place, un regard froid comme l'acier. Il n'était pas un objet cassé sur le sol. Il était l'artisan. Et s'il avait pu créer de la beauté une fois, il pourrait le faire à nouveau. Non pas avec amour, mais avec vengeance. Il serra l'oiseau fermement. Ce n'était plus un souvenir, c'était une promesse. Le bois dans sa main n'était pas un objet froid et inerte. Il pulsait d'une mémoire de chaleur, une chaleur qui le transporta loin de la chambre stérile, vers un lieu qui sentait la sciure, le vernis et les rêves, son atelier. Le soleil de l'après-midi entrait par les hautes fenêtres, illuminant des particules de poussière qui dansaient dans l'air. C'était son sanctuaire, un lieu où le bois brut se transformait en beauté sous le commandement de ses mains. Ce jour-là, Julien était concentré. Ses mains, alors fortes et agiles, se déplaçaient avec une intimité que seules des années de pratique pouvaient conférer. Le ciseau glissait sur la pièce de noyer, la lame aiguisée chantant une douce mélodie à chaque coupe. Il ne construisait pas un meuble, il sculptait une vie. Dans ce morceau de bois, il voyait son avenir. Il voyait une maison, il voyait des enfants, il voyait Chloé. Elle entra dans l'atelier sans faire de bruit, s'arrêta à la porte, l'observant. Il était tellement absorbé par son travail qu'il ne remarqua pas sa présence. Chloé adorait le voir ainsi, concentré, puissant, un créateur. Elle s'approcha, le son de ses pas étouffé par la sciure au sol. « Tu crées encore un chef-d'œuvre » demanda-t-elle. Julien sursauta et sourit en la voyant. Un sourire sincère qui illuminait tout son visage. « J'essayais, » dit-il en s'essuyant les mains sur un chiffon, « mais mon inspiration vient d'arriver. » Il l'embrassa. Le baiser avait le goût du café et de la poussière de bois. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, curieuse, en regardant la petite forme sur l'établi. « Ça, » dit-il en prenant l'objet avec un soin infini. « C'est pour toi. » Il posa le petit oiseau en bois dans la paume de sa main. Le noyer foncé était lisse et chaud au toucher. Les ailes étaient déployées, capturées à l'instant précis avant le vol. C'était parfait. « Julien, c'est magnifique, » murmura-t-elle émerveillée. « Les oiseaux représentent la liberté, » expliqua-t-il, les yeux fixés sur les siens. « Mais ils retournent toujours au nid, à la maison. Je veux que tu sois mon foyer, Chloé, mon point de retour. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Je serai toujours ton foyer, » promit-elle. « Je le garderai pour toujours. » Elle le serra fort dans ses bras. Et à ce moment-là, enveloppé dans l'odeur du bois et la chaleur de son corps, Julien y crut. Il crut au mot « toujours ». Il crut en cet avenir qu'il sculptait de ses propres mains. La nuit tomba. L'odeur de bois fut remplacée par celle de l'ail et du basilic. Ils étaient dans la petite cuisine de l'appartement attenant à l'atelier. L'oiseau en bois reposait sur une étagère, veillant sur la scène domestique. Julien cuisinait. Chloé mettait la table. Ils riaient.
Ils parlaient des invitations pour le mariage, des prénoms de leurs futurs enfants. C'était un bonheur simple, le bonheur qui précède la tragédie. Le premier signe fut subtil, une faible odeur, presque imperceptible, de fumée. « Tu sens ça ?» demanda Chloé en fronçant le nez. Julien arrêta de remuer la sauce. Il renifla l'air. Ce n'était pas de la fumée de bois. C'était chimique, âcre. Il courut vers la porte qui reliait la maison à l'atelier. Quand il l'ouvrit, une vague de chaleur le frappa. Le mur du fond de l'atelier était envahi par une paroi de flammes orangée. Un court-circuit, un solvant inflammable. La cause importait peu. Le résultat était un enfer. « Prends les clés de la voiture et sors d'ici !» cria-t-il, la panique aiguisant sa voix. Mais le feu était rapide, vorace. Les flammes léchaient les poutres en bois du plafond. Le son était un rugissement croissant. La fumée noire et épaisse commença à remplir la cuisine. Les yeux brûlaient, la respiration devenait difficile. Chloé était paralysée par la peur. « Julien, mes affaires, nos photos !» cria-t-elle, paniquée. « Oublie tout, il faut sortir !» la tira-t-il par le bras. La sortie principale était déjà bloquée par un rideau de feu. La chaleur était insupportable, l'air était raréfié, une poutre en bois du plafond craqua, le son comme un coup de feu. Julien leva les yeux. La structure entière était compromise. Ils avaient quelques secondes. Il vit la fenêtre du salon. C'était la seule chance. Il poussa Chloé dans sa direction. « Vas-y, sors par la fenêtre », ordonna-t-il. Une lourde structure en bois, qui soutenait une partie du toit, commença à céder juste au-dessus du chemin vers la fenêtre. Des étincelles et des morceaux de bois en braise pleuvaient sur eux. Chloé hésita, la terreur sur son visage. « Je n'y arrive pas !» pleura-t-elle. Julien ne réfléchit pas. Il agit. Il l'attrapa par les épaules. De toutes ses forces, il la poussa. Il la projeta loin du point de chute. Son corps vola les 2 mètres qui la séparaient de la zone de danger, tombant près de la fenêtre. Elle était en sécurité. Il n'eut pas la même chance. Au moment où elle fut libre, le monde de Julien se transforma en son et en douleur. Un gémissement assourdissant de bois qui se brise, un grondement qui secoua le sol. La poutre maîtresse du toit, une masse gigantesque de bois et de feu, s'effondra. Il essaya de courir, il essaya de se jeter sur le côté, mais il était trop tard. La poutre le frappa. Le poids écrasant le projeta au sol, un impact brutal qui lui coupa le souffle. Il ne sentit pas ses os se broyer, juste une douleur blanche et aveuglante, suivie d'une chaleur terrible. Le feu l'enveloppa. La dernière chose qu'il vit avant que l'obscurité ne l'engloutisse fut le visage de Chloé de l'autre côté de la pièce. Elle était saine et sauve. Elle criait son nom. Et pour lui, à ce moment-là, c'était tout ce qui comptait. L'odeur de fumée se dissipa. L'obscurité de l'inconscience laissa place à la lumière froide et fluorescente de la chambre d'hôpital. Julien était par terre, la main bionique refermée sur l'oiseau en bois. Le souvenir ne l'avait pas brisé, il l'avait forgé. Le passé était une enclume, la trahison était le marteau, et il serait l'acier. À partir de ce moment, chaque respiration, chaque goutte de sueur, chaque spasme de douleur aurait un seul but, la justice. La rééducation fut un nouveau genre d'enfer. Le centre de kinésithérapie était un lieu de souffrance contenue, un lieu de petites victoires et de défaites écrasantes. Julien apprit à haïr les barres parallèles. Ses nouveaux pieds prothétiques étaient maladroits, étrangers. L'équilibre était une bataille constante. Il tomba. 1, 2, 10 fois. À chaque chute, le son du métal et du plastique frappant le sol résonnait comme les applaudissements de la salle de gala. Les autres patients le regardaient avec pitié, les kinésithérapeutes avec une compassion professionnelle. Julien ignorait tout le monde. Il n'était pas là pour être consolé, il était là pour se reconstruire. Il transforma la douleur en carburant. Chaque pas douloureux sur le tapis de course était un pas de plus vers Chloé. Chaque exercice de renforcement était une brique dans le mur de sa vengeance. Le plus difficile, c'était les mains. Les prothèses myoélectriques étaient des merveilles de technologie, mais elles étaient brutes. Il essayait de prendre un verre et l'écrasait. Il essayait de tenir une fourchette et la laissait tomber.
La frustration était un monstre qui lui rendait visite toutes les nuits. Il se réveillait en sueur, les membres fantômes brûlant du souvenir du feu, l'impuissance l'étouffant. Mais alors il regardait l'oiseau en bois qu'il gardait sur sa table de chevet. Et la rage le recentrait. Il n'allait pas abandonner. Il ne le pouvait pas. Les mois passèrent. La lenteur des progrès était exaspérante. Les prothèses standards étaient conçues pour des tâches simples. Ouvrir une porte, tenir un sac. Julien voulait plus. Il voulait de la précision. Il voulait sentir le monde à nouveau. Pas seulement le heurter. Un de ses thérapeutes, un homme plus âgé qui voyait la fureur derrière la détermination de Julien, lui donna une carte. « Peut-être que cet homme peut vous aider », dit le thérapeute. « Il ne travaille pas avec des patients. Il travaille avec des problèmes. » La carte ne portait qu'un nom et une adresse. Antoine, ingénieur mécanicien retraité. L'atelier d'Antoine était un labyrinthe de métal et de machines. Tours, fraiseuses et vieux ordinateurs partageaient l'espace, avec des projets inachevés et des piles de livres techniques. L'odeur était celle de l'huile et de l'ozone. Antoine était un homme de 70 ans, avec des mains tachées de graisse et des yeux qui voyaient le monde en termes d'engrenages et de leviers. Il regarda les prothèses de Julien avec un intérêt clinique, pas avec pitié. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ?» demanda Antoine, la voix rauque. « Ce ne sont pas mes mains, » répondit Julien. « Elles ne le seront jamais, » dit Antoine, sans détour. « Que voulez-vous faire qu'elles ne permettent pas ? Je veux construire. » La réponse surprit le vieil ingénieur. Il s'attendait à entendre écrire ou peindre. Construire était différent. Cela exigeait de la force, du couple, de la délicatesse. « Construire quoi ?» demanda Antoine, le scepticisme dans la voix. « N'importe quoi, » dit Julien. « J'ai besoin de créer. C'est ce que je faisais. » Antoine vit l'oiseau en bois que Julien avait apporté avec lui. Il le prit, analysa chaque courbe, chaque entaille. « C'est vous qui avez fait ça ?» demanda-t-il. Julien hocha la tête. Antoine resta silencieux un long moment. Il vit l'âme de l'artisan prisonnière de la machine brisée. « D'accord, » dit finalement Antoine. « Le problème, ce ne sont pas les prothèses, ce sont les outils. Si la main ne peut pas s'adapter à l'outil, l'outil doit s'adapter à la main. » Et c'est ainsi que commença la deuxième phase de sa reconstruction. Julien n'était plus un patient, il était un collaborateur, un apprenti. Lui et Antoine passèrent des semaines puis des mois dans l'atelier. Ils démontèrent les prothèses. Ils étudièrent les capteurs myoélectriques, les moteurs, les limites de pression. Julien décrivait la sensation, l'intention. Antoine traduisait cela en diagrammes et en schémas. Ils créèrent un nouveau type d'interface, des adaptateurs personnalisés qui se connectaient directement aux prothèses. Un pour tenir un fer à souder, un autre avec la délicatesse nécessaire pour le design sur un ordinateur, un autre avec la force pour opérer une perceuse à colonne. Julien renaissait. Pas comme l'homme qu'il était, mais comme quelque chose de nouveau, un hybride de chair, de métal et de détermination inébranlable. Sa rage, autrefois un incendie incontrôlé, était maintenant la flamme concentrée d'un chalumeau. Il apprit à programmer, il apprit à souder, il apprit à utiliser ses nouvelles mains avec une précision qui le surprenait. Il devenait plus fort, plus capable, plus dangereux. Avec ses nouvelles compétences, l'enquête commença. La première cible était la Fondation Renaissance Julien. Le nom était une plaisanterie de mauvais goût. Assis devant un moniteur au milieu de la nuit, dans l'atelier d'Antoine, Julien commença à creuser. Il lut chaque article, chaque communiqué de presse. Il vit les photos de Chloé et Vincent lors d'autres événements, souriant, vendant toujours son histoire à lui. Il analysa les rapports publics de la Fondation. Les chiffres étaient vagues. D'importantes sommes étaient allouées aux frais administratifs et aux dépenses événementielles. Tout était légal en surface, mais la pourriture était en dessous. Il avait besoin d'une porte d'entrée. Utilisant un faux nom, il se rendit sur des forums en ligne pour d'anciens employés des entreprises de Vincent. Il posa une question vague sur les pratiques comptables de l'entreprise. Il attendit. Pendant des jours, rien. Puis, un message privé, d'un utilisateur anonyme.
La personne disait avoir travaillé comme assistant junior au service financier. Elle avait été licenciée pour avoir posé trop de questions. Il surfacture tout, écrivit le contact, surtout pour les événements caritatifs. L'entreprise qui fournit le buffet, celle qui loue la salle, celle de la sécurité. Elles appartiennent toutes à des holdings secrètes de Vincent. Ils se paient eux-mêmes 3 fois la valeur du marché et empochent la différence comme bénéfice. L'argent des dons n'arrive jamais intégralement à destination. C'était ça. Le premier fil qui dépassait du tissu de mensonges. Julien demanda des preuves, des documents, des factures. « Impossible », répondit le contact. « Tout est numérique, verrouillé sur un serveur privé. Il vous faudrait un accès de niveau direction pour ne serait-ce que vous en approcher. Voilà l'obstacle, le château numérique qui protégeait Vincent et Chloé. » Julien regarda ses nouvelles mains, des mains de métal et de circuit. Des mains qu'Antoine lui avait appris à utiliser pour construire. Il se demanda si elles pouvaient aussi être utilisées pour démolir. Le défi était lancé. La chasse avait commencé. Julien n'est pas retourné au bois, pas complètement. Le bois était le fantôme de ses anciennes mains, le souvenir d'un homme qui n'existait plus. Son nouvel art devait refléter son nouveau moi, une fusion, un être hybride. Il commença à dessiner sur une tablette qu'Antoine avait adaptée pour lui. Ses conceptions étaient complexes, mécaniques. Il ne s'intéressait plus aux formes statiques. Il voulait créer du mouvement, de la vie. Son premier grand projet naquit de cette obsession. C'était une aile, une seule aile, de près de 2 mètres d'envergure. La structure principale était en acier poli, découpé au laser, avec une précision que ses anciennes mains n'auraient jamais pu atteindre. Mais l'intérieur était un labyrinthe d'engrenages, de pistons et d'articulations. Et ces pièces, le cœur de la machine, étaient en bois, noyer, chêne, acajou, les mêmes bois de son ancienne vie. Il passait 18 heures par jour dans l'atelier d'Antoine. L'endroit était devenu son monde. Le son du métal poncé, l'odeur du bois coupé et le bourdonnement silencieux des servomoteurs étaient sa nouvelle symphonie. Il travaillait avec une concentration féroce. Ses prothèses, équipées des outils d'Antoine, se déplaçaient avec une grâce effrayante. Un adaptateur soudait un joint en acier. Un autre, avec des pinces d'horloger, positionnait un minuscule engrenage en bois. Il programmait la séquence des mouvements, le code s'écoulant de son esprit à la machine. C'était un processus lent, méticuleux. Chaque pièce était un acte de défi, chaque connexion, un nœud dans une corde qui le tirait hors de l'abîme. Antoine l'observait de loin, un rare sourire aux lèvres. Il ne voyait pas un homme en convalescence, il voyait un inventeur naître des cendres d'un artisan. Après 3 mois de travail acharné, l'aile était terminée. Montée sur un socle en acier brossé, c'était une créature de douleur et de beauté. Julien appuya sur un bouton. D'un léger clic, l'aile prit vie. Les engrenages en bois se mirent à tourner dans une danse silencieuse et complexe. Lentement, majestueusement, l'aile se plia puis se déploya, les plaques de métal glissant les unes sur les autres comme les plumes d'un oiseau de proie. Le mouvement était organique, fluide. C'était une aile brisée qui réapprenait à voler. L'œuvre était achevée. C'était son âme, exposée en métal et en bois. Antoine fut direct. « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?»« Je ne sais pas, » admit Julien. « Une création comme celle-ci n'est pas faite pour rester cachée dans un garage, » dit le vieil ingénieur. « Montre-la au monde. » L'idée le terrifiait. Montrer son travail, c'était s'exposer. Mais Antoine avait raison. Il n'avait pas traversé tout ça pour se cacher. Ce soir-là, il créa un profil anonyme sur un site de portfolio d'artistes. Le nom qu'il choisit fut « Chimère ». Il n'écrivit pas de biographie, ne posta pas de photos, juste une vidéo. Une seule vidéo de haute qualité, filmée sur fond noir, montrant l'aile mécanique dans son mouvement hypnotique. Il appuya sur le bouton « Publier » et éteignit l'ordinateur, le cœur battant contre ses côtes. La réaction ne fut pas immédiate. Pendant 2 jours, silence. Puis, quelqu'un sur un forum de design cinétique trouva la vidéo. Il posta un lien avec le titre « Quelqu'un sait qui est le génie derrière ça ».
Ce fut suffisant. L'étincelle devint une flamme. La vidéo commença à être partagée. Des forums d'ingénierie au bloc d'art, des groupes de design au flux des réseaux sociaux. Les commentaires étaient un mélange d'admiration et d'étonnement. La précision est d'un autre monde. La fusion de l'organique et du mécanique est à couper le souffle. Qui est Chimère? L'absence d'informations sur l'artiste ne faisait qu'accroître le mystère et la fascination. Une semaine plus tard, il reçut un email. Il provenait d'une prestigieuse galerie d'art en ligne, connue pour lancer de nouveaux talents. Il voulait représenter la pièce, il voulait la vendre. Julien hésita, mais Antoine le convainquit. Ils négocièrent anonymement par email. La galerie lista l'œuvre, intitulée « Fragments de vol Neuro 1 ». En moins de 24 heures, elle fut vendue. Un collectionneur de technologie de Zurich paya une somme qui coupa le souffle à Julien. C'était plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu de sa vie. L'argent fut déposé sur un nouveau compte. Pour la première fois depuis l'incendie, il n'était le bénéficiaire de la charité de personne. Il était un artiste, un professionnel. La victoire était petite à grande échelle, mais pour lui, c'était le monde. C'était la preuve. Mais le mystère de Chimère était trop beau pour que la presse l'ignore. Un blogueur d'art local, obsédé par la découverte de l'identité de l'artiste, commença à enquêter. Il analysa les métadonnées de la vidéo. Il interrogea des experts en ébénisterie qui reconnurent une technique de sculpture rare dans le bois des engrenages. Une technique qui était la signature d'un certain artisan dont l'atelier avait tragiquement brûlé l'année précédente. Le blogueur assembla les pièces, et l'article fut publié. Le génie de Chimère, l'art renaissant du héros déchu Julien Moreau. L'histoire explosa. Le récit du héros abandonné devenu un artiste mystérieux et à succès était irrésistible. Dans son bureau luxueux, Chloé lut l'article sur sa tablette. Son visage, habituellement une étude de calme maîtrisée, se tordit en un masque de fureur. Vincent était à ses côtés, l'expression sombre. Pour elle, c'était une trahison impardonnable. L'histoire de la tragédie était la sienne. Elle l'avait monétisée, transformée en capital social. Julien devait être la victime silencieuse de son récit de dépassement de soi et de philanthropie. Il n'avait pas le droit de créer sa propre histoire, de profiter de la souffrance qu'elle avait si soigneusement emballée pour la consommation publique. Il se sert de nous, siffla-t-elle. Il utilise l'histoire pour se promouvoir, pour nous faire passer pour les méchants. C'est inacceptable, convint froidement Vincent. Cela pourrait nuire à l'image de la Fondation. Leur action fut rapide et brutale. Pas un appel téléphonique, pas un email. Un document officiel, livré par un coursier à l'atelier d'Antoine. Une mise en demeure. Julien l'ouvrit avec ses mains de métal. C'était une ordonnance de cesser et de s'abstenir, émise par les avocats de Chloé et Vincent. Le langage était un poison légaliste. Il l'accusait d'enrichissement illicite par l'exploitation commerciale d'une tragédie mutuelle. Il affirmait que le récit derrière son art était intrinsèquement lié à Chloé et à la Fondation. Il exigeait qu'il cesse immédiatement de vendre toute œuvre et qu'il remette tous les bénéfices obtenus de la vente de l'aile. Sinon, il ferait face à un procès à plusieurs millions d'euros. Julien lut le document 2 fois. La petite victoire, si douce, avait maintenant un goût de cendre. Il ne voulait pas seulement son argent. Il voulait faire taire son art. Il voulait briser la seule chose qu'il avait réussi à reconstruire. Il voulait ses ailes. La lettre des avocats resta sur l'établi en métal pendant une journée entière. C'était un objet toxique, irradiant une menace silencieuse. Antoine la prit pour la 10e fois, les yeux parcourant le jargon juridique avec mépris. « Il te coince, Julien », dit le vieil ingénieur. « C'est un mouvement d'intimidation classique. Ils ont une armée d'avocats. Ils te traîneront devant les tribunaux pendant des années. Ils t'étoufferont sous les frais et la bureaucratie jusqu'à ce que tu abandonnes. » Julien regardait l'écran de son ordinateur, l'écran reflétant son visage impassible. « Je sais, » répondit-il, la voix calme. « C'est pourquoi je ne me battrai pas sur leur terrain. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Antoine, confus. « Tu ne peux pas simplement ignorer ça. »« Je ne vais pas l'ignorer.
Je vais changer le champ de bataille. Julien se tourna vers Antoine, et l'ingénieur vit une lueur dangereuse dans ses yeux. Ils ont utilisé l'opinion publique pour me détruire. Maintenant, je vais l'utiliser pour les exposer. Il ouvrit un programme de messagerie crypté. Il réactiva le canal de communication avec son contact anonyme, l'ex-assistant financier. Julien ne supplia pas et ne se posa pas en victime. Il fut direct. Il joignit une copie numérisée de la mise en demeure. « Voilà comment il traite les gens qui sortent du rang », écrivit Julien. « Il m'accuse d'exploiter ma propre tragédie. La même tragédie qu'ils utilisent pour remplir leurs propres poches. Ils ne s'arrêteront pas avec moi. Demain, ce sera peut-être un autre employé qui en sait trop, une autre personne qu'ils doivent réduire au silence. » La réponse prit des heures pendant lesquelles Julien travailla sur un nouveau projet. Le son du métal façonné remplissant le silence tendu de l'atelier. Finalement, une notification clignota à l'écran. « De quoi as-tu besoin ?» demanda le contact. « Une preuve » tapa Julien. « Juste une. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas justifier par des frais administratifs. Une transaction qui sent mauvais. Quelque chose qu'une personne ordinaire, en lisant un article, peut comprendre comme étant malhonnête. » Une autre longue pause. Julien sentit le poids du risque qu'il demandait à un étranger de prendre. « J'ai perdu mon emploi pour avoir posé une question sur une société appelée Orion Logistique », écrivit le contact. « Je n'ai jamais compris pourquoi. »« Dis-moi ce que tu sais, » répondit Julien. 1 heure plus tard, un fichier arriva. Il était protégé par plusieurs mots de passe que le contact envoya dans des messages séparés. Avec l'aide d'Antoine, Julien ouvrit le document. Ce n'était pas un rapport complet, c'était une seule page, un extrait de virement bancaire interne de la Fondation Renaissance Julien. Le virement était de 80 000 €. Le destinataire, Orion Logistique and Événements. Le champ de description disait simplement « Conseil stratégique pour événements de gala ». 81 000 € pour du conseil, souffla Antoine. Quel genre de conseil coûte ça? Julien tapait déjà. Il plongea dans les registres du commerce en ligne. Orion Logistique était une société écran. Son adresse était une boîte postale. Elle n'avait pas de site web, pas d'employés listés. Son seul administrateur était un avocat qui, après une recherche plus approfondie, apparaissait comme mandataire dans 3 autres sociétés de Vincent. C'était un nœud dans un réseau de mensonges, et il venait de le trouver. Cela ne prouvait pas le vol de tout l'argent, mais cela prouvait la malhonnêteté. C'était la première fissure dans l'armure impeccable de Chloé. Julien savait qu'il ne pouvait pas simplement jeter l'information sur Internet. Il lui fallait un mégaphone, un narrateur crédible. Il pensa au blogueur d'art qui avait découvert son identité. L'homme était un enquêteur né, avide d'une bonne histoire. Julien créa un nouvel email anonyme. Il envoya le fichier au blogueur. L'objet était simple. La véritable œuvre d'art de Chloé et Vincent. Dans le corps de l'email, il ne fit aucune accusation. Il présenta simplement les faits froidement. Le virement, la société écran, le lien avec Vincent. Et il termina par une seule phrase. L'histoire de Chimère est plus profonde que vous ne l'imaginez. Le blogueur agit rapidement. L'article fut publié le lendemain matin. Le titre était une bombe. Exclusif. La fondation de Chloé Dubois, liée à un virement de 80 000 € à une société écran de son partenaire. L'article montrait le document divulgué. Il détaillait la toile des connexions d'entreprise. Il n'accusait pas, il questionnait seulement. Et les questions étaient dévastatrices. Pourquoi une fondation caritative paierait-elle autant à une entreprise sans opération? Pourquoi cette entreprise était-elle liée aux compagnons de la présidente de la fondation? La réaction fut immédiate. L'histoire se répandit comme une traînée de poudre. Les grands portails d'information la reprirent. Sur les réseaux sociaux, le récit changea instantanément. L'image de Chloé enceinte dévouée commença à se fissurer. Les commentaires, autrefois admiratifs, étaient maintenant empreints de doute et de suspicion. J'ai toujours trouvé cette histoire bizarre. Où est l'argent des dons? Pour la première fois, l'opinion publique n'était pas de son côté.
Dans son appartement de luxe, Chloé regarda son nom être traîné dans la boue numérique, son téléphone explosant de notifications. Le sourire parfait se désagrégea, remplacé par une fureur glaciale. La guerre avait commencé et elle venait de perdre la première bataille. L'article du blogueur n'a pas été qu'une pierre jetée dans l'eau. Ce fut une torpille. La crise d'image pour Chloé et Vincent fut immédiate et sévère. Les sponsors de la fondation appelèrent pour exiger des explications. La pression était immense. Mais ils n'étaient pas du genre à reculer. Acculés, ils ne se sont pas défendus. Ils ont contre-attaqué avec la force d'un empire. La stratégie fut élaborée dans une salle de réunion de luxe, avec une équipe d'experts en gestion de crise. Le plan était simple, détruire la crédibilité de la source. Et comme la source était anonyme, ils ont visé la seule cible visible, Julien. La première vague de l'attaque fut publique. Chloé accepta de donner une interview exclusive à l'émission de télévision la plus regardée du pays. La scène fut soigneusement préparée. Éclairage doux, une tenue élégante mais sobre. Elle pleura. Les larmes, cette fois, semblaient encore plus convaincantes. Elle ne nia pas le virement d'argent. Au lieu de cela, elle le recontextualisa avec un génie pervers. « Oui, cet argent a été déplacé, » admit-elle, la voix brisée. « Mais ce n'était pas pour nous, c'était pour protéger Julien. » Elle expliqua qu'après l'accident, Julien avait des dettes de son ancienne entreprise. Des créanciers qui auraient pu saisir l'argent des dons. Le virement, affirma-t-elle, était une manœuvre comptable complexe, conseillée par Vincent pour protéger le patrimoine de la fondation et garantir que les fonds pour le traitement à long terme de Julien soient en sécurité. C'était un mensonge brillant, plausible, impossible à démentir sans un accès total au livre comptable. Mais la partie la plus cruelle de l'interview fut l'attaque personnelle. Avec une expression de profonde tristesse, elle commença à assassiner le caractère de Julien. « Le traumatisme l'a profondément changé », dit-elle à l'intervieweuse qui l'écoutait avec sympathie. « Ce n'est plus le même homme. Il s'est isolé, il est devenu méfiant, paranoïaque. Nous avons essayé d'aider, mais il nous rejette. » Elle dépeignit Julien comme une âme torturée, mentalement instable, incapable de distinguer ses amis de ses ennemis. Elle insinua qu'il était manipulé par des personnes envieuses qui voulaient détruire le bon travail de la fondation. La mise en demeure qu'il lui avait envoyée, une mesure désespérée pour le protéger de lui-même, pour l'empêcher d'être exploité par des profiteurs qui l'encourageaient à vendre son art et à revivre le traumatisme. La performance fut impeccable. Du jour au lendemain, l'opinion publique vacilla. Le récit n'était plus celui d'une éventuelle fraude, mais celui de la tragique détérioration mentale d'un héros. Julien passa de victime à un homme ingrat et problématique. La deuxième vague de l'attaque fut juridique et financière. Simultanément à l'interview, les avocats de Vincent ont intenté un procès de plusieurs millions d'euros pour diffamation contre des sources inconnues. Le procès, cependant, leur a permis d'assigner le blogueur qui a publié l'article original, exigeant qu'il révèle sa source sous peine d'emprisonnement pour outrage au tribunal. Le message était clair. Nous chasserons celui qui a divulgué l'information. Le blogueur, un journaliste indépendant, se retrouva dans le collimateur d'un des cabinets d'avocats les plus puissants du pays. En même temps, Vincent utilisa son vaste réseau d'influence pour serrer un garrot financier sur Julien. La galerie d'art en ligne, qui célébrait autrefois Chimère comme sa nouvelle star, envoya un email sec et formel. Il résiliait le contrat, citant une clause de moralité en raison de la controverse publique qui entourait désormais l'artiste. La page de Chimère fut retirée du site. Les œuvres futures que Julien projetait déjà perdirent leur canal de vente. Le coup de grâce arriva 2 jours plus tard. Julien tenta d'utiliser sa carte pour acheter du matériel et la transaction fut refusée. En contactant la banque, on l'informa que son compte contenant les bénéfices de la vente de l'aile avait été gelé sur ordre du tribunal. L'allégation officielle était une vérification de l'origine des fonds, une manœuvre clairement orchestrée par Vincent. En moins d'1 semaine, Julien perdit sa plateforme artistique et son indépendance financière. Il était isolé. Exactement comme il le voulait.
La troisième et dernière vague fut la plus silencieuse et la plus brutale. Pendant que la bataille publique et financière faisait rage, l'équipe de sécurité privée de Vincent travaillait dans l'ombre. C'étaient d'anciens agents de renseignement, experts pour trouver des aiguilles dans des bottes de foin. Ils analysèrent les dossiers des employés licenciés, croisèrent des données, surveillèrent les communications. Et ils trouvèrent l'aiguille, l'ex-assistant financier. Le contact anonyme de Julien ne reçut pas une assignation. Il reçut une visite. 2 hommes en costume frappèrent à sa porte le soir. Ils ne haussèrent pas la voix, ne firent pas de menaces directes. L'approche fut beaucoup plus sophistiquée. Ils parlèrent du nouvel emploi de l'ex-assistant, de combien ce serait dommage de le perdre. Ils mentionnèrent l'université coûteuse de sa fille. Ils commentèrent le statut précaire du visa de sa femme. Puis, l'un des hommes posa un dossier sur la table. À l'intérieur, il y avait des documents falsifiés l'impliquant dans de l'espionnage industriel contre l'entreprise de Vincent. « Ce dossier peut aller à la police ou il peut aller à la déchiqueteuse », dit l'un des hommes, calmement. « Tout ce que vous avez à faire, c'est d'oublier Orion Logistique. Oubliez que vous avez déjà travaillé pour nous. Si un journaliste ou un enquêteur vous contacte, vous ne savez rien. » L'ex-assistant, pâle de terreur, comprit le message. Sa vie, sa famille, son avenir étaient menacés. Ce soir-là, Julien reçut un dernier message sur le canal sécurisé. « Ils m'ont trouvé. Ils savent. Je suis désolé. J'ai une famille. Je ne peux plus aider. Détruis ce canal. Oublie-moi. S'il te plaît. » Le message fut effacé à distance quelques secondes plus tard. Le contact disparut. La connexion fut coupée. Julien resta seul dans l'atelier, la lueur du moniteur éclairant son visage. L'opinion publique était contre lui, son argent était gelé, son art réduit au silence, et sa seule source interne, son seul allié dans l'obscurité, avait été neutralisé. C'était l'échec et mat. Ils avaient fermé toutes les portes, toutes les fenêtres. Il était piégé, sous la pression maximale du pouvoir, de la richesse et de la cruauté de ses ennemis. C'était le point le plus bas, le moment où n'importe qui d'autre aurait abandonné. Mais en regardant ses propres mains de métal, Julien sentit quelque chose qui n'était pas du désespoir. C'était de la clarté. Il lui avait tout pris, encore une fois, et ce faisant, il l'avait laissé sans rien à perdre. 1 an s'est écoulé. 1 an, c'est assez long pour qu'une histoire soit oubliée, pour qu'un scandale soit enterré. La Fondation Renaissance. Julien était plus forte que jamais. L'interview de Chloé avait fonctionné. Elle et Vincent étaient devenus le couple le plus puissant de la philanthropie de la ville, transformant la tragédie de Julien en une marque de luxe. Julien, quant à lui, avait disparu. L'artiste mystérieux, chimère, s'était évanoui. La plupart supposaient qu'il avait été vaincu, écrasé par le pouvoir de ses adversaires. Il se trompait, il ne se cachait pas, il se préparait. Le théâtre du règlement de compte fut le même que celui du crime originel, le gala annuel de la Fondation. L'événement de cette année était encore plus extravagant, une célébration du succès et du pouvoir. Chloé était au sommet de sa gloire, accueillant les invités avec un sourire radieux. C'est alors qu'elle le vit. Il entra dans la salle et une vague de silence se propagea depuis la porte. Ce n'était pas l'homme brisé dans un fauteuil roulant dont il se souvenait. Julien marchait. Ses pas étaient lents, délibérés. Le son doux du métal et de la fibre de carbone résonnait sur le sol en marbre. Ses jambes prothétiques étaient visibles sous le costume parfaitement coupé. Ses mains en métal poli étaient détendues le long de son corps. Il ressemblait à un ange vengeur forgé dans une fournaise industrielle. Chloé sentit un frisson. Son sourire vacilla. Elle fit un signe discret à Vincent qui appela immédiatement 2 gardes du corps. Ils se déplacèrent pour intercepter Julien, bloquant son chemin avec leur large corps. « Monsieur, bonsoir. Je crains qu'il y ait une erreur. C'est un événement privé, » dit l'un d'eux, la politesse masquant la menace. Julien s'arrêta. Il ne discuta pas. Il regarda simplement par-dessus l'épaule du garde du corps. « Je crois que mon hôte peut clarifier cette erreur. » Antoine émergea de la foule.
Le vieil ingénieur, qui apparaissait rarement aux événements sociaux, était vêtu d'un smoking qui dégageait une autorité silencieuse. « Cet homme est avec moi », dit Antoine au garde. Sa voix était calme, mais ne laissait aucune place à la discussion. Vincent et Chloé s'approchèrent, les visages fermés par des masques de fureur contenue. « Antoine, quel plaisir de te voir », dit Vincent en forçant un sourire. « mais tu dois comprendre, la présence de Julien ici est inappropriée. » Antoine regarda Vincent, sans ciller. « J'ai donné 100 000 € à cette fondation ce soir, Vincent. J'ai acheté cette table et celle d'à côté. En tant que principal donateur et membre du conseil des sponsors, j'ai droit à 10 minutes de parole sur scène. Tu ne voudrais pas me froisser, n'est-ce pas ?» Vincent déglutit. « Bien sûr que non, Antoine, » dit Chloé en essayant de reprendre le contrôle. « Parfait, » poursuivit l'ingénieur, « parce que je n'utiliserai pas mes 10 minutes. Je cède mon temps à mon ami et à mon associé. » Il posa une main sur l'épaule de Julien. « Monsieur Moreau aura la scène. » Ils étaient piégés. Expulser Julien signifiait insulter publiquement leur plus grand donateur. Le sourire de Chloé devint une ligne fine et blanche. Elle avait construit le piège. Maintenant, elle était prise dedans. Plus tard, après le dîner et les discours vides, le maître de cérémonie appela Antoine sur scène. L'ingénieur se dirigea vers le podium, remercia brièvement tout le monde, puis dit « Mais aujourd'hui, la voix la plus importante n'est pas la mienne. Je voudrais appeler sur scène un homme qui représente la véritable résilience, Monsieur Julien Moreau. » Un silence choqué s'empara de la salle, tandis que Julien montait les marches. Chaque pas était ferme. Le son de ses pieds mécaniques sur la scène était la seule chose qu'on entendait. Il s'arrêta au podium et regarda l'auditoire. Les visages riches et puissants qu'il avait observés avec pitié, puis avec mépris. « Bonsoir », commença-t-il. Sa voix était claire, amplifiée par les microphones. « Il y a 1 an, dans cette même salle, j'ai été célébré comme un héros et rejeté comme un fardeau. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour parler de moi. Je suis ici pour parler de la vérité. » Il parlait avec un calme désarmant, sans colère, sans accusation. Il parla de son nouvel art, de la façon dont la fusion du bois et du métal lui avait appris que les choses brisées peuvent être reconstruites en quelque chose de plus fort. Chloé et Vincent l'observaient, la confusion se mêlant à l'anxiété. Ce n'était pas le discours de vengeance qu'ils attendaient, c'était quelque chose de plus dangereux. « Ma dernière création n'est pas une sculpture », poursuivit Julien. « C'est une pièce sur la transparence, une collaboration. » Il fit un signe à la cabine de son au fond de la salle. Les écrans géants derrière lui, qui affichaient le logo de la fondation, clignotèrent et devinrent noirs. Un fichier audio apparut. « Ceci, » dit Julien, « est la voix d'un homme nommé Carlos. Il était assistant financier. Il a été licencié pour avoir été honnête. » Julien appuya sur un bouton d'une petite télécommande. L'audio commença. La voix de Carlos, l'ex-assistant, remplit la salle. C'était un enregistrement cristallin d'une conversation qu'il avait eue avec une journaliste d'investigation qui travaillait secrètement avec Julien. « Le stratagème était simple », disait la voix de Carlos. « Vincent a créé 3 sociétés écrans, une de logistique, une de traiteur, une de sécurité. Pour chaque événement, Chloé approuvait les factures de ces entreprises. Des factures qui étaient 3, parfois 4 fois plus élevées que la valeur réelle. Pendant que Carlos parlait, les écrans derrière Julien prirent vie. La facture surfacturée d'Orion Logistique apparut. L'argent supplémentaire était transféré aux holdings de Vincent comme un profit légitime, continuait la voix. Ensuite, une partie était reversée sur un compte personnel de Chloé. Elle appelait ça un bonus de performance. Le relevé bancaire, montrant le virement sur le compte de Chloé, apparut à l'écran. Le public haleta. La présentation continua. C'était une symphonie de preuves. Chaque allégation de Carlos était instantanément confirmée par un document à l'écran. Contrat, email, registre d'entreprise. Le tissu de mensonges était défait, fil par fil, en temps réel, devant un public de centaines de personnes. L'audio se termina. Julien n'ajouta pas un mot d'accusation. Il n'en avait pas besoin. Il regarda simplement la foule.
Le silence dans la salle était total. Ce n'était pas un silence respectueux, c'était un silence lourd, dense, rempli de choc et de répulsion. Les visages des invités étaient pâles. Leurs regards passaient des écrans à Julien, puis, comme un seul corps, se tournèrent vers la table principale, où Chloé et Vincent étaient assis. Figés, exposés, la preuve avait été présentée. Le jugement allait commencer. Le silence qui suivit la présentation de Julien était une entité vivante, lourde, suffocante. Pendant 10 longues secondes, personne ne bougea, personne ne respira. Le monde était figé. Julien resta au podium, une statue de métal et de justice, laissant la vérité faire son œuvre. Le premier son fut celui d'un téléphone vibrant sur une table, puis un autre. Et alors, le charme se rompit. Un murmure bas commença à se propager dans la salle, un bourdonnement de choc qui se transforma rapidement en un rugissement d'indignation. Chloé regarda Vincent, les yeux écarquillés de panique, cherchant de l'aide, un démenti, n'importe quoi. Mais Vincent ne la regardait pas. Ses yeux, froids et calculateurs, balayaient la salle, mesurant les dégâts. Il ne voyait pas la femme qu'il aimait. Il voyait un actif toxique, un passif qui menaçait de couler son empire. Il voyait les visages de ses investisseurs, de ses partenaires commerciaux, de ses rivaux. Et en une fraction de seconde, il fit le seul choix qu'un homme comme lui pouvait faire. Il se sauva. Il se leva. Le mouvement fut si brusque que sa chaise faillit tomber. Il ne marcha pas. Il se dirigea d'un pas martial vers la scène. Il ignora complètement Chloé. Il arracha le microphone des mains du maître de cérémonie abasourdi. « Mes amis, chers collègues, commença-t-il, la voix résonnant d'une fureur parfaitement mise en scène. Comme vous tous, je suis choqué, horrifié, trahi. » Il se tourna vers Julien. « Je veux remercier publiquement Julien, pour son courage, pour sa force à mettre en lumière cette terrible vérité, une vérité dont, je le jure, je n'avais aucune connaissance. » Chloé suffoqua. Un son petit, pathétique, que personne n'entendit. « J'ai été trompé, » poursuivit Vincent, le visage un masque de déception vertueuse. « J'ai été manipulé par une personne en qui j'avais confiance, une personne qui a utilisé ma générosité et la bonne volonté de tous dans cette salle pour commettre une fraude méprisable. » Il pointa un doigt accusateur en direction de la table principale. Dans sa direction. « À partir de cet instant, je déclare que tous mes liens personnels et professionnels avec Madame Chloé Dubois sont définitivement rompus. J'annonce également que mon entreprise mènera un audit judiciaire complet des comptes de la Fondation et remettra toutes les conclusions aux autorités compétentes. Nous ne nous reposerons pas tant que chaque centime volé ne sera pas restitué et que justice ne sera pas faite. » C'était un chef-d'œuvre de trahison. En moins d'1 minute, il passa de complice à victime et à procureur. Il ne l'avait pas seulement jeté au loup, il menait la meute. La salle explosa en applaudissements contenus. C'étaient des applaudissements pour Vincent, pour sa prétendue intégrité. C'était la condamnation à mort sociale de Chloé. La trahison de Vincent fut le signal. Le barrage se rompit. Une dame âgée, matriarche d'une des familles les plus riches du pays, se leva. Sa voix, bien que fragile, fit taire la salle. « Ma famille ne peut plus être associée à cette honte, » déclara-t-elle. « Nous retirons notre soutien et exigeons le remboursement de notre dernier don. » Immédiatement, son geste ouvrit les vannes. Un PDG de banque se leva. « De même pour notre conglomérat. Considérez notre parrainage comme annulé. » Un autre suivit, et encore un autre. C'était un exode massif. Des gens qui, 1 heure auparavant, se disputaient une photo avec Chloé, se levaient maintenant de leur table et se dirigeaient vers la sortie, les téléphones portables pressés contre leurs oreilles, tandis qu'ils ordonnaient à leurs assistants de couper tous les liens. La fondation se désintégrait en temps réel. Les membres du conseil restants se regroupèrent dans un coin, les visages pâles de panique. La conversation était un murmure frénétique d'autopréservation. L'un d'eux, un juge à la retraite de renom, se dirigea vers le microphone que Vincent avait abandonné. Au nom du conseil d'administration restant,
annonça le juge. Nous venons de procéder à un vote d'urgence. Madame Chloé Dubois a été démise de ses fonctions de présidente et révoquée du conseil, avec effet immédiat. De plus, le nom de cette organisation sera changé. L'héritage de Julien ne sera plus entaché par cette manœuvre criminelle. Chloé assista à tout, assise seule à la table principale. Son partenaire l'avait abandonnée, ses amis évaporés, son poste révoqué. L'empire qu'elle avait construit sur la tragédie d'un autre homme était devenu son propre bûcher funéraire. Les appareils photos des photographes qu'elle avait toujours courtisés étaient maintenant des armes pointées sur elle, capturant chaque nuance de sa chute. Julien observait le carnage depuis le côté de la scène. Antoine posa une main ferme sur son épaule. Julien ne montra aucun triomphe, juste un soulagement épuisé. Le mécanisme de justice qu'il avait construit avec tant de douleur et de précision fonctionnait parfaitement. La cacophonie des voix et le chaos de la débandade furent soudainement interrompus par une nouvelle autorité. Les portes principales de la salle s'ouvrirent. 2 policiers en uniforme entrèrent, suivis de 2 inspecteurs en civil. La salle, déjà en plein pandémonium, redevint étrangement silencieuse. L'arrivée de la loi transforma le scandale social en scène de crime. Les inspecteurs se déplacèrent avec un calme déterminé. Ils passèrent devant Vincent, qui gesticulait maintenant de manière incontrôlée dans un appel avec ses avocats. Ils ne s'arrêtèrent pas. Leur destination était la femme assise seule au milieu des débris de sa vie. Ils s'arrêtèrent devant Chloé. L'une des inspectrices, une femme au regard perçant, parla. Sa voix n'était pas forte, mais elle tranchait l'air. « Madame Chloé Dubois, mon nom est inspectrice Alves. Nous aimerions que vous nous accompagniez au poste pour quelques éclaircissements. » Ce n'était pas une question. L'univers de Chloé, qui était autrefois de la taille du monde, se réduisait maintenant à la distance entre sa chaise et la porte de sortie. Les menottes ne furent pas nécessaires. L'humiliation était une chaîne suffisante. Tandis que les inspecteurs l'escortèrent dehors, les flashs explosèrent dans une dernière tempête de lumière. Chaque clic était un clou dans le cercueil de sa réputation. La sanction était complète. Ce n'était pas seulement une défaite, c'était un effacement. La salle de gala était désormais le cimetière d'une fête. Des coupes de champagne à moitié vides, des serviettes froissées et le silence lourd qui suit une catastrophe. La plupart des invités s'étaient enfuis, comme si la vérité elle-même était contagieuse. Ceux qui restaient parlaient à voix basse, les visages marqués par l'incrédulité. La grande scène était sombre. Le spectacle était terminé. Julien descendit de la scène, ses pas résonnant dans le silence. Il ne sentait pas l'adrénaline de la victoire. Il n'y avait pas de pic d'euphorie. Le moteur de la colère qui l'avait propulsé pendant une année entière s'était simplement éteint. À la place, il y avait un vaste et profond silence, une quiétude qui reflétait celle de la salle. Pendant des mois, il avait imaginé ce que serait ce moment. Il pensait qu'il ressentirait un plaisir sauvage, une satisfaction cruelle. Mais il ne ressentait rien de tout cela. Juste une fatigue écrasante, et sous la fatigue, quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la paix. Antoine était à ses côtés, comme toujours. Le vieil ingénieur ne dit rien. Il posa simplement une main ferme sur son épaule. C'était un geste qui disait tout. Fierté, soulagement, respect. Les gens commencèrent à s'approcher. Ce n'étaient pas les vautours des médias qui se concentraient maintenant à l'extérieur, attendant plus d'images de la chute de Chloé. C'étaient des invités qui étaient restés. La dame âgée qui avait été la première à retirer son soutien s'approcha, le visage ridé tordu par une expression de remords. « Monsieur Moreau, dit-elle, la voix tremblante, ce que vous avez fait ce soir, ce n'était pas de la vengeance, c'était un service public. Nous avons été trompés. Nous avons été aveugles. Au nom de ma famille, je vous demande pardon pour notre ignorance. » Julien la regarda. Il vit la sincérité dans ses yeux. Il hocha simplement la tête. Un geste d'acceptation. Le blogueur d'art s'approcha également, le visage pâle. « J'ai publié l'article sur vous, sur Chimère. Je n'avais aucune idée que cela faisait partie de quelque chose de si pourri. Vous êtes plus qu'un artiste. Vous êtes un homme d'un courage que je n'ai jamais vu. » D'autres vinrent.
un avocat, un médecin, un jeune entrepreneur. Les mots étaient différents, mais le message était le même. Il ne le voyait plus comme un objet de pitié. Il ne le voyait pas comme le héros d'une tragédie. Il le voyait comme un homme qui avait lutté contre un système corrompu et, d'une manière ou d'une autre, avait gagné. Sa dignité, qui lui avait été publiquement arrachée à cet endroit même, lui était rendue, pièce par pièce, non par acclamation, mais par un respect calme et profond. Il accepta tout avec la même grâce silencieuse. Il n'avait plus besoin de leur approbation, mais la reconnaissance était comme une pluie douce après une longue sécheresse. Il regarda à travers la salle. Dans un coin, Vincent était toujours là, entouré de 3 avocats, parlant furieusement à son téléphone. Il gesticulait, le visage rouge. Il avait survécu à l'explosion, mais il était maintenant enchaîné aux débris, essayant désespérément de contrôler le récit, de sauver ses affaires, de se distancer du naufrage. Julien l'observa un instant. Il ne ressentit pas de haine. Il ressentit une pitié lointaine. Vincent était libre, mais il resterait pour toujours dans une prison de sa propre construction, une toile de mensonges et d'autopréservation. Julien regarda ses propres mains. Des mains d'acier et de circuit qui avaient construit l'arme de sa libération. La vengeance était complète. Chloé et Vincent avaient été punis, mais la vraie victoire, réalisa-t-il à cet instant, n'était pas leur chute. C'était le fait qu'il avait réussi à se relever. Il avait trouvé un moyen de transformer sa douleur en but, sa perte en force. Il était devenu l'artisan de sa propre rédemption. « C'est fini », dit Julien, plus pour lui-même que pour Antoine. « Oui », répondit le vieil homme. « C'est fini ». Antoine serra son épaule plus fort. « Rentrons à la maison, mon fils. » Le mot « fils » flotta dans l'air, chargé d'un poids émotionnel qui surpassait tout le drame de la soirée. Julien sentit une boule se former dans sa gorge. Il hocha la tête. Ensemble, les 2 hommes se dirigèrent vers la sortie. Ils passèrent devant les tables vides, les débris d'une fausse vie. En arrivant aux grandes portes, Julien ne regarda pas en arrière. Il sortit dans l'air frais de la nuit. La ville brillait devant lui, indifférente au drame qui s'était déroulé. Il prit une profonde inspiration. L'air semblait plus pur, plus léger. Il était libre. Libre de la colère, libre du passé, libre de construire un nouvel avenir, non pas à partir des cendres, mais à partir de l'acier. 2 ans ont passé. Le son du métal façonné remplissait encore les journées de Julien, mais la fureur avait été remplacée par l'innovation. Il ne travaillait plus dans l'atelier exigu d'Antoine. Maintenant, il se trouvait au centre d'un espace vaste et lumineux. Les murs étaient de verre et d'acier. C'était le siège de la Fondation Chimère, une organisation à but non lucratif qu'il avait fondée avec l'argent récupéré du procès contre Vincent et avec l'aide de nouveaux donateurs. La mission de la Fondation était une extension de sa propre vie, concevoir et construire des prothèses et des outils personnalisés pour les artistes et artisans handicapés. L'atelier était un bourdonnement d'activités créatives. Sur un établi, une jeune sculptrice qui avait perdu un bras dans un accident de voiture testait un nouveau type de ciseaux pneumatiques qui s'adaptait à sa prothèse. Sur un autre, un menuisier âgé, les mains affaiblies par l'âge, apprenait à utiliser un exosquelette de précision. Julien n'était plus un artiste solitaire, il était un mentor, un pionnier. Antoine, maintenant les cheveux complètement blancs, supervisait tout avec la fierté d'un père. Julien était à son bureau personnel, dans un coin plus calme de l'espace. Il analysait le design d'une nouvelle main bionique, capable de sentir les textures. Au milieu des hologrammes et des plans d'ingénierie, reposait un petit objet en bois sombre, l'oiseau. Les bords, autrefois aiguisés par le souvenir de la douleur, étaient maintenant adoucis par le temps et le toucher. Ce n'était plus un symbole de trahison, ni même de vengeance. C'était un point de départ, un humble rappel de l'homme qu'il avait été, et du voyage qu'il avait forgé en l'homme qu'il était devenu. Il prit l'oiseau, le poids familier dans la paume de sa main de métal. Ses yeux se levèrent de la table et se dirigèrent vers la grande fenêtre qui donnait sur un petit jardin. À cet instant précis, un véritable oiseau, un moineau agile et brun, se posa sur une branche de cerisier.
Il chanta une note courte et aiguë, une petite explosion de vie. Puis sans crier gare, il se lança dans les airs. Ses ailes battirent contre le ciel bleu, et il s'envola, libre et sans effort. Julien le regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse de sa vue. L'oiseau en bois dans sa main était la promesse. L'oiseau dans le ciel était la réalité, la liberté. Un petit sourire sincère se forma sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire de bonheur exubérant, mais de paix profonde. Il reposa l'oiseau en bois à sa place d'honneur sur la table. Puis, il se tourna de nouveau vers ses projets. Il y avait plus de travail à faire. Il y avait plus d'ailes à construire. L'histoire de Julien nous laisse avec une question essentielle. Qu'est-ce qui définit vraiment la valeur d'un être humain? Est-ce le statut qu'il projette, la richesse qu'il accumule ou l'image qu'il vend au monde? Ou est-ce la capacité indomptable de reconstruire à partir de rien, en utilisant seulement les fragments d'une vie brisée? Il nous a appris que les blessures les plus profondes peuvent devenir la source de notre plus grande force. Que la vraie grandeur ne consiste pas à éviter la chute, mais dans le courage de se relever, transformé par la bataille. Si vous croyez que notre but est défini par notre résilience et que la vraie justice est celle que nous construisons nous-mêmes, partagez cette vidéo. Inspirez quelqu'un qui se sent brisé aujourd'hui à trouver ses outils et à édifier un nouvel avenir.